Plus qu'une adresse ou un bâtiment, un chez-soi, c'est le fondement d'une famille et d'une société. Il nous unit et renforce nos liens, peu importe nos origines. Dès qu'on y entre, on s'y sent bien. C'est un repère dans notre communauté, dans notre pays. Un appartement, une maison, un foyer bien à soi, là où nos souvenirs prennent vie. Une source de réconfort, la fondation pour un meilleur avenir. Voilà un idéal puissant, intimement lié à notre identité en tant que nation. Depuis plus de 70 ans, aucune autre organisation n'a pu jouer un rôle plus fondamental pour bâtir un système de logement inclusif que la Société canadienne d'hypothèques et de logement. Des HLM qui avaient passé au feu, des choses comme ça. Donc, des HLM, les gens pensent souvent que ça se construit encore, mais non. Aujourd'hui, Mme Vermette, on souligne un triste anniversaire, si on veut. Absolument. On ne fête pas, mais bien on souligne le 20e anniversaire du retrait du gouvernement fédéral dans l'investissement du développement du logement social. Pour nous, c'est un triste anniversaire, effectivement, parce que si ça avait continué comme on était parti dans les années 80-90, on aurait aujourd'hui 1620 logements de plus à Trois-Rivières, logements sociaux. Quand on pense qu'il y a 400 ménages qui sont en attente d'un HLM à Trois-Rivières, bien, ces 400 besoins-là seraient déjà comblés et il y aurait d'autres personnes qui pourraient se qualifier, qui ne le font pas nécessairement parce que c'est long, ils ne sont pas sûrs d'avoir ce qu'il faut, ça va prendre du temps. Donc, les gens ne vont pas nécessairement demander d'avoir un HLM, mais si on en avait plus, je pense que ça répondrait à des besoins. Un dégât d'eau survenu dans cet immeuble de l'île des Sœurs entraîne la résiliation de 36 baux et l'éviction de dizaines de personnes. Les locataires ont jusqu'au 27 octobre pour se trouver un nouveau logement, une situation qui est loin d'être évidente dans un marché où il y a pénurie. Non, j'ai pas un endroit où aller là actuellement. Il est parfois inévitable que certains travaux majeurs entraînent des évictions. Mais des travaux, souvent cosmétiques, servent d'excuse pour expulser des locataires, rappelle Québec solidaire. Ils utilisent le motif des travaux majeurs alors que leur seul et unique but, c'est de gonfler le loyer au-delà de la capacité de payer des locataires qui habitent là parfois depuis de très nombreuses années. On parle alors de rénoviction. Lui, ce qu'il veut, c'est transformer la maison pour les nouveaux riches à venir. Carrément, il me le dit. J'ai dit, je pourrais jamais me retrouver un loyer à ce prix-là avec ma cour. J'ai dit, ça va être des 2-3 000, je suis pas capable de payer ça. C'est ça que je fais par mois. C'est absolument invivable. Moi, je prends des antidépresseurs pour venir à bout de supporter ça. Là. Ceux qui ont quitté leur logement se sentent floués. La ville, finalement, il n'a pas demandé de permis pour agrandissement ou subdivision. Il les a rénovés sommairement et il s'apprête à les relouer. Pour les associations de locataires, les travaux d'urgence ne devraient pas entraîner de résiliation du bail. Pour moi, ça me paraît une tactique pour se débarrasser de ces locataires-là qui peut-être payent un loyer plus faible que la moyenne ou qui veulent juste pas avoir à gérer et à verser des indemnités aux locataires. Les comités logements et Québec solidaire réclament un moratoire sur les évictions et des amendements au Code civil pour mieux protéger les locataires. Ici Michel Marsollet, Radio-Canada, Montréal. Parlons du logement, parce que dans un mois exactement, il y a des milliers de Québécois qui vont déménager, mais plusieurs familles font face actuellement à un défi de taille, la pénurie de logements. Je joins à Québec Véronique Laflamme, qui est porte-parole du Front d'action populaire en réaménagement urbain, le FRAPRU. Madame Laflamme, bonjour. Bonjour. Alors, le 1er juillet arrive à grands pas. Est-ce que vous vous inquiétez d'une crise du logement cette année? Bien, en fait, la pénurie importante de logements dans la région de Montréal, entre autres, et à Gatineau, nous inquiète énormément. Déjà à Gatineau, il y a des familles qui sont sans logis, qui sont hébergées, notamment en motel. Donc, effectivement, on est inquiète quand on voit les taux d'inoccupation si bas à Montréal, dans tous les quartiers, entre autres pour les logements familiaux. Mais malheureusement, la rareté des logements abordables de toute taille nous fait craindre pour les conséquences de cette pénurie-là à court terme, mais également à moyen terme. Vous avez dit, Mme Laflamme, qu'il y a des familles à Gatineau et à Montréal qui sont hébergées dans des motels? Pas à Montréal encore. À Gatineau, les baux se terminent moins autour du 1er juillet. Depuis le mois d'avril, il y a eu 5 familles, donc des couples avec enfants, qui ont perdu leur logement et qui se sont retrouvés là, à la rue. Donc, c'est malheureusement un organisme communautaire qui leur vient en aide et qui doit défrayer les factures d'hébergement temporaire à l'heure actuelle en l'absence de mesures suffisantes de la part du gouvernement du Québec. Oui, parce qu'on parle beaucoup ou souvent de Montréal quand on parle de pénurie de logements, mais Gatineau
Gatineau est également en situation de pénurie actuellement. On parle de moins d'1 % de logements disponibles. Hein? C'est ça? Qu'est-ce qui explique la situation là-bas? Bien, à Gatineau, effectivement, c'est la ville où le taux d'inoccupation est le plus bas. Il y a les tornades de l'an passé, entre autres. Les inondations ont sûrement mis de la pression sur un taux d'inoccupation qui était déjà à 0,7 %. Montréal n'est pas bien loin, là, avec un taux d'inoccupation de 1,9 %, mais comme je vous le disais, pour les logements familiaux, on est plus autour du 0,2 %. Ça va de 0,2 à 0,8 selon les quartiers, donc c'est extrêmement bas. C'est très préoccupant aussi à Laval, Longueuil, Couronne-Nord, Couronne-Sud de Montréal, mais dans d'autres villes également, là, plus éloignées des grands centres, là, il y a eu une baisse drastique dans la plupart des villes cette année du taux d'inoccupation. Ah oui, donc c'est pire que dans les années précédentes. Ça fait 14 ans à Montréal qu'on n'avait pas eu un taux d'inoccupation aussi bas. Et comme je vous le disais, là, la baisse dans la plupart des villes là, a entraîné une baisse sous le seuil du 3 % du taux général d'occupation au Québec. Donc, ça fait très longtemps également là, qu'on n'était pas dans une situation si préoccupante. Et c'est pour ça qu'on réclame des mesures à court terme pour aider les gens, mais aussi des gestes forts politiquement pour atténuer cette crise-là puis éviter qu'on se retrouve dans une situation comme celle qu'on a connue au début des années 2000 où on avait des gens qui étaient à la rue carrément par dizaines. Oui, puis on a vu également beaucoup de logements qui ont été transformés en condominiums au cours des dernières années. C'est vraiment pas le même prix mensuellement, hein, on en conviendra. Qu'est-ce qui peut être fait? Vous dites qu'il faut des gestes forts pour améliorer la situation. Alors, qu'est-ce que vous demandez au gouvernement? Oui. Bien, d'abord, il faut mieux protéger le parc de logements locatifs. On parle beaucoup d'Airbnb. C'est une réalité à Montréal, mais également dans des petites villes où il y a un attrait touristique. Avec l'été qui s'en vient, ça va mettre de la pression encore plus. Déjà, en Gaspésie, par exemple, les gens ont de la misère à avoir un bail 12 mois par année. Donc, il faut mieux protéger le parc de logements locatifs, agir contre Airbnb, mais il faut développer des logements sociaux, des coopératives, des OSBL d'habitation pour qu'il y ait une alternative à ce marché privé qui est devenu beaucoup trop cher pour une part importante des ménages locataires qui ne peuvent pas payer 1 500, 1 800 $, voire 2 000 $ pour se loger à chaque mois. Au salaire minimum, on n'y arrive pas. Donc, il faut plus de logements sociaux et malheureusement, la CAQ n'investit pas suffisamment à l'heure actuelle. Alors, on interpelle le gouvernement pour qu'il revienne sur ces décisions-là et qu'il donne un grand coup pour s'assurer qu'on développe suffisamment de logements qui vont répondre aux besoins des locataires. Et comme vous le disiez, les condos, malheureusement, il s'en construit beaucoup, un peu partout, surtout à Montréal, Gatineau, Québec. Mais malheureusement, on le voit, il y a des familles à l'heure actuelle qui ont un revenu qui est insuffisant pour se payer les rares logements disponibles. Alors, il faut agir maintenant pour éviter là, que la situation ne se propage. Oui, puis ça va passer vite. Hein? Il reste 4 semaines avant la fin officielle de milliers de baux au Québec. Véronique Laflamme, merci d'avoir été avec nous ce matin. Ça fait plaisir. Vous nous regardez possiblement ce matin en train de faire vos toutes dernières boîtes avant le grand déménagement. C'est le cas pour des nombreuses familles au Québec, des milliers en fait. Hein? Et depuis des semaines déjà, il y a plusieurs groupes de pression qui mentionnent qu'il y a pénurie de logements. Alors, il y a des familles qui ne savent toujours pas où se loger ce matin, alors que c'est le 1er juillet demain qu'ils devront quitter. Alors, pour en parler, je joins dans nos studios à Saguenay la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, André Laforêt. Bonjour, Madame Laforêt. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez une idée du nombre de familles qui cherchent encore un logis aujourd'hui? Oui, on a pris justement les données hier soir très tard et présentement, si on peut dire pour la région de Montréal, il y a 33 dossiers qui sont travaillés présentement, qui sont prioritaires. Nous avions 150 dossiers environ. Nous sommes rendus à 33 dossiers. Alors, ça se passe quand même très, très bien. Les offices d'habitation sont tous sur appel, sont sur place pour les régions, justement, qui avaient un taux d'occupation de moins de 2 %. Alors, puis les offices d'habitation, il faut vraiment le mentionner, cette année, on les a vraiment bien restructurés, c'est différent. Alors, on est prêt à répondre aux appels. On sent quand même beaucoup d'angoisse dans les différents témoignages qu'on a obtenus. Des gens qui disent avoir fait la file pour visiter des immeubles, pour essayer d'y habiter, des gens qui se font dire non parce qu'ils ont des enfants. Donc, comment vous voyez ça? Est-ce que vous parlez aujourd'hui d'une crise du logement? Est-ce que vous admettez ce terme-là? Non, on ne peut pas parler de crise de logement. Comme je le disais auparavant, on est à 0,6 % de taux d'inoccupation. Quand on était en crise, en 2001, on était à, si je comprends bien, on était à 0,6. Présentement, on est à 1,9
Il faut vraiment respecter ces pourcentages-là. Alors, évidemment, on n'est pas en pénurie, on est en rareté. Nos offices sont sur appel. Et puis, ce que je peux dire, c'est que présentement, on donne des PSL d'urgence. Notre gouvernement a très bien réagi. Tout près d'il y a 2 semaines, on a octroyé 75 PSL d'urgence, des programmes soutien au logement qui peut aider justement des familles à se trouver des logements abordables. Également, on a offert le programme aux municipalités parce que maintenant, les affaires municipales sont avec l'habitation, ce qui est vraiment essentiel. Alors, on offre aux municipalités la possibilité de recevoir des subventions pour aider les gens qui cherchent un logement ou encore pour entreposer leurs biens dans des entrepôts municipaux. Alors, on est vraiment prêt, on est bien structuré. On discute toujours avec la SHQ, on est en communication. Hier, d'ailleurs, j'ai eu des échanges avec la mairesse, Mme Plante. Elle également disait qu'on n'était pas du tout en pénurie, on est en rareté, mais tout le monde travaille à pied d'œuvre. Et puis, si je peux dire, il y a même des gens à Montréal, avec la société, avec l'Office d'habitation, qui ont des camions prêts. Si on a des appels, on va aller aider les gens à déménager. Alors, je peux dire qu'on a pris vraiment toutes les mesures nécessaires pour bien vivre ce déménagement du 1er juillet. Oui, peu importe le mot qu'on prend, hein, qu'on parle de crise, de rareté, le résultat est le même pour les gens qui ont très peur demain de se retrouver sans logement. À quel point vous êtes sensible à leur situation? Bien, écoutez, on est très sensible parce que si on a mis en place le programme de 2005 et si on a donné des PSL d'urgence, des programmes suppléments au loyer, c'est parce que notre gouvernement était vraiment sensible à la situation. On est vraiment proactif. Et ceci étant dit, moi, ce que je peux dire, c'est que les offices d'habitation ont recensé tous les logements disponibles, tous les logements loués depuis le mois de mai. Alors, ils ont la liste des logements disponibles. C'est certain qu'il y a des gens qui se prennent toujours à la dernière minute. On vit ça encore en fin de semaine. Sauf que nous, on est prêts. Les offices sont... les appels sont disponibles. Les lignes téléphoniques fonctionnent autant à Gatineau, à Sherbrooke qu'à Montréal parce que c'est les 3 endroits que le taux d'inoccupation est le plus bas. Alors, on est prêt, puis il n'y a pas de problème. On va réagir, on va trouver des logements, puis on a même les municipalités qui peuvent accompagner les locataires dans le besoin. Il y a 2 problèmes qu'on entend beaucoup ces derniers jours, Mme Laforêt. Il y a celui de la pénurie de logements, celui donc que les gens n'en trouvent pas, mais également celui de la surenchère. Les gens qui paient beaucoup plus cher par rapport à leurs moyens pour pouvoir se loger. Est-ce que vous pensez à des solutions, registre de baux, par exemple, ou des lois plus sévères par rapport aux propriétaires? Écoutez, au niveau de la fixation des loyers, on a pris en charge justement ces dossiers-là. On regarde les demandes, on regarde comment on peut fonctionner. C'est certain que moi, je dis toujours aux propriétaires de faire attention parce qu'il faut quand même accepter des gens qui sont en capacité de payer le montant qui est demandé. Et en même temps, faut faire des enquêtes de crédit sur les futurs locataires là, qui louent des logements aux propriétaires. Mais ceci étant dit, oui, je prends note très bien. Là, c'est la case G du bail de la Régie du logement. Alors oui, la fixation des taux de loyer est étudiée chez nous avec la Société d'habitation. Vous comprendrez qu'il y a eu une année qu'on n'a rien fait en habitation de par les années passées. Mais ce que je peux dire, c'est que cette année, on a commencé tout de suite à revoir justement avec la Régie du logement. On a d'ailleurs le projet de loi 16 qui donne des mesures plus incitatives et plus aidantes, là, si je peux dire, avec la Régie du logement dans le projet de loi 16. Alors, toutes les mesures au niveau de l'habitation sont prises en considération, puis on travaille toujours de l'avant. Il y a également 260 millions qui ont été octroyés par notre gouvernement pour offrir des accès logis, pour construire des accès logis, des nouveaux logements abordables au Québec. Alors, c'est vraiment important de le mentionner avec mon collègue Éric Girard aux finances. Alors, maintenant, on va pouvoir donner plus de logements abordables. On a haussé la liste des coûts de construction admissibles parce qu'on a haussé de 25 %, ce qui veut dire que les promoteurs vont être en mesure de bien construire des immeubles à logement. Alors, on a vraiment pris les mesures qu'on devait prendre. On est responsable. On discute toujours avec tous les offices et je ne suis pas inquiète du tout qu'on va bien passer ce 1er juillet-là sans problème. Est-ce que vous nous assurez, en terminant, Madame la ministre, qu'il n'y a personne qui sera laissé demain là, sans logement? Il y aura une solution qui sera trouvée pour tout le monde? Je vous rassure vraiment, puis je dis justement à toutes les municipalités qu'elles peuvent aider les gens qui n'ont pas de logement. Il y a le système qu'on a mis, le programme de 2005 qu'on a remis en place et les municipalités peuvent loger les gens temporairement
évidemment. Ceci dit, pendant 3 mois, bien entendu, et on va leur trouver un logement sans problème. Puis je remercie également le FRAPRU, hein, parce que il y a quelques jours, il y a 2 jours auparavant, nous ont remercié pour toutes les mesures que le ministère de l'Habitation et des Affaires municipales on avait mis en place. Alors, on est remercié également du FRAPRU, cet organisme qui surveille également toute la rareté de logements dans les grandes régions comme Montréal. Alors, si tout le monde est d'accord qu'on a fait les bonnes démarches, qu'on a pris nos responsabilités, alors je ne vois pas pourquoi qu'on aurait une difficulté à passer à ce 1er juillet. Là. Puis, nous sommes prêts, ça va très bien. On va faire le point d'ailleurs avec les gens du FRAPRU et de la Corpic demain, 1er juillet, donc le jour même de ce festival du déménagement au Québec. André Laforêt, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, merci. Merci à vous. Alors qu'on se prépare pour le 1er juillet, on vous parle beaucoup de la crise du logement ces jours-ci. Elle est réelle. On en parlait hier avec le FRAPRU, avec la Corpic également. Il y a des gens qui ont énormément de difficultés, même à quelques jours de la date fatidique, à se trouver un logement au Québec. Et c'est pas pour rien. L'IRIS a mené une recherche intéressante là-dessus qui nous montre que c'est peut-être plus qu'un phénomène là, passager, c'est peut-être une tendance qui est en train de se développer. Philippe Hurtaud est chercheur à l'Institut de recherche et d'information socio-économique. Bonjour. Bonjour. Donc, on n'est pas encore à ce qu'on a vécu au début des années 2000, où on était au plus fort de cette crise-là, mais vous avez regardé ça sur une longue période et il y a des tendances inquiétantes. Bien, en fait, on n'est pas présentement, effectivement, comme on était en 2000, 2001, 2002, mais on est dans un contexte qui ressemble quand même aux années précédentes à la grande crise du logement là, d'il y a une vingtaine d'années maintenant. Resserrement dans les conditions de marché, donc le taux d'une occupation chute de manière assez drastique. 50 à peu près? Bien, c'est ça, de diminution. Là, on est à 2,3 de taux d'occupation. Donc, il y a très peu de logements disponibles. Et en plus, là, on va voir différents types de logements dans différentes localités. Dans les quartiers centraux à Montréal, à Québec, là, il y en a presque plus de logements. Les grands logements, c'est encore pire. Donc, premier élément, un resserrement, un enjeu d'accessibilité, puis un enjeu de coût. Les loyers qui augmentent, ont augmenté très rapidement, bien entendu, pendant la dernière grande crise du logement. Mais même après la sortie de crise, les loyers continuent d'augmenter plus rapidement que les recommandations de la Régie du logement, plus rapidement que l'inflation et plus rapidement que le loyer moyen des locataires. Donc là, on prend ces deux tendances-là, on les met ensemble avec un déficit de construction en termes de logement social du côté du gouvernement. C'est le scénario des années 90, malheureusement, qu'on rejoue. On s'en va dans le mur, finalement, là, si rien n'est fait. Là. Bien, on s'en va dans le mur. Disons, ça peut paraître pessimiste de dire comme ça, mais c'est préoccupant qu'on écarte du revers de la main toute idée qu'il y a une situation d'urgence, qu'il faut agir aujourd'hui. Hein. Les pouvoirs publics ont une responsabilité d'action maintenant si on ne veut pas justement se ramasser comme dans la situation qu'on a connue il y a une vingtaine d'années maintenant. La proportion que les ménages investissent dans leur prix de loyer a augmenté également. On en met de plus en plus proportionnellement. Là, on est rendu environ au quart du revenu moyen là, des locataires, là, sont spécifiquement sur les locataires, qui va seulement pour le loyer. Là. Et ça, c'est la moyenne. Et on ne parle pas de l'électricité, on ne parle pas des assurances, juste pour le loyer. Donc, évidemment, si on va voir sur les tranches de revenus plus basses, bien là, ça l'augmente encore davantage, évidemment. Intéressant de voir dans votre étude, d'ailleurs, que le loyer moyen, là où il est le plus cher au Québec, c'est à Québec, 813 $ en moyenne. Oui, le loyer moyen, puisqu'effectivement, il y a des situations là, plus particulières à Québec. Mais à Montréal, le loyer moyen aussi est assez élevé, augmente également. Il y a certaines localités qui se distinguent, une stagnation ou une légère régression, mais la tendance générale est quand même à l'augmentation. On voit effectivement les taux d'inoccupation et les coûts moyens des loyers dans plusieurs régions du Québec. Dites-moi, qu'est-ce que les gouvernements doivent faire maintenant avec ça si, justement, comme vous dites, c'est un peu pessimiste, mais si on ne fait rien, on va avoir une situation, on va être pris avec une vraie crise dans quelques années. Là. Justement, 3 moyens d'action à privilégier. D'abord, évidemment, construire du logement social, oui, pour donner des logements accessibles aux gens qui en ont besoin à faible revenu, mais aussi parce que ça tempère le marché. Hein. Plus de logements sociaux, plus de logements abordables, ça calme le marché et il y a besoin d'être calmé présentement. Premier élément. Deuxième élément, mieux encadrer la sous-location de type Airbnb, parce que ça retire il manque de logements pour loger les gens, puis on enlève du marché des logements pour loger des touristes. En tout respect pour les touristes, les hôtels sont là pour les accommoder. Et dernier élément, bien, peut-être donner un peu plus de dents à la Régie du logement, qu'elle puisse fixer les loyers. On pourrait même, certaines villes en Europe ont commencé à faire ça, à Berlin par exemple, plafonner
les loyers pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça fait 20 ans que le loyer augmente très, très rapidement. Bien, on les gèle pendant un certain nombre d'années pour encore là calmer la situation et s'assurer que l'habitation demeure abordable pour les gens qui en ont besoin. Vous suggérez également la mise sur pied d'un registre national des baux. Ça fait partie donc des suggestions que les gouvernements devraient écouter et mettre en application pour éviter que le problème ne devienne encore plus grave. Merci, M. Hurtaud. OK. Alors, qu'est-ce qui arrive avec les locataires? On est en période de renouvellement bientôt. Je pense que ça commence le 1er janvier. Vous allez recevoir des avis de vos propriétaires, augmentation, conditions, blablabla. Vous avez des délais stricts pour répondre. Sinon, je pense qu'on se fait pogner la main dans le sac, là. On est pris avec les conditions. Bref, il y en a qui essayent aussi, pendant cette période-là, qui va nous mener jusqu'au déménagement cet été, à expulser leurs locataires par toutes sortes de moyens. Il y en a qui ont développé même des recettes. Je suis sûr même qu'il y en a qui se donnent de la formation en privé dans certains réseaux. Comment faire pour se débarrasser des locataires? Ça a été dénoncé, justement, on en parlait avant la pause, et on a la porte-parole du RECLAL qui est ici, que vous connaissez, Isabelle Mona-Landriot, qui est au bout du fil. Bonjour. 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 Alors, la période là, où on reçoit des avis avec des conditions et tout ça, c'est à veille de commencer, là. Oui, mais en fait, dans le cas des évictions et des reprises de logement, c'est un peu différent. Okay. Les propriétaires ont jusqu'à 6 mois avant la fin du bail pour nous transmettre des avis. Okay. C'est pour ça que souvent, ça arrive juste avant Noël, parce que 6 mois, si notre bail se termine au 30 juin, le 6 mois, c'est pas mal la fin décembre. Exactement. Fait qu'on serait dedans, là. Qu'est-ce qui arrive? On reçoit ça par courrier enregistré, par huissier? Est-ce que c'est simplement un avis comme ça? Bien, en fait, c'est sûr que légalement, là, on dit tout le temps pour se baquer que les locataires doivent toujours communiquer avec leur propriétaire par courrier recommandé. Fait comme ça, s'il y a une relation conflictuelle, qu'on se rend à la régie, on a des preuves. Exact. Donc, inversement aussi, c'est bien de le demander au propriétaire aussi. Formellement. Oui. C'est ça. Puis si vous fonctionnez par courrier électronique avec votre proprio, prenez toujours des captures d'écran au cas où les courriels seraient flushés par accident, là. Il ne faut pas paranoïer, mais il faut tout se garder ces preuves-là. Oui. C'est quoi les recettes? Qu'est-ce qu'ils prennent? Qu'est-ce qu'ils disent? Comment ça marche? Bien, en fait, c'est ça. Nous, ce qu'on a présenté comme cas cette semaine était vraiment un cas exemplaire d'une éviction frauduleuse. C'est-à-dire, à pareille date, l'année dernière, 6 locataires d'un immeuble dans Petite-Patrie recevaient chacun un avis d'éviction. Oui. Le propriétaire disait qu'il voulait faire 3 grands logements avec les 6 logements et que pour ça, il devait expulser tout le monde. Les 6 locataires, en fait, se sont opposés. Ils sont allés à la régie du logement. Et là, en fait, entre-temps, le propriétaire il est allé chercher un permis à la municipalité pour ses travaux. Mais en fait, durant l'audience, ce qu'on a appris, c'est que le propriétaire, le lendemain qu'il a acquis son immeuble en 2014, il est allé voir la ville et puis leur a demandé, moi, je veux savoir c'est quoi le potentiel de mon immeuble. Et à ses dires, l'arrondissement lui aurait suggéré l'éviction pour pouvoir maximiser ses profits. Et dans toute cette histoire-là, en fait, il n'a jamais pris en considération que les locataires, ça faisait des dizaines d'années qu'ils étaient là. C'était des très bons locataires. Il y a une dame qui est née dans ce logement-là. C'était sa maison. Elle y tenait comme la prunelle de ses yeux. Donc, c'était pas des mauvais locataires. C'était simplement que lui, il avait envie de mettre tout le monde dehors pour pouvoir louer 2 fois plus cher. Et c'est ça qui arrive. Aujourd'hui, on a vu sur Kijiji que les logements se louent autour de 1 000 $ au lieu de 500 $ à pareille date. Bon, attention. Là, je veux juste vous arrêter parce que dans ma petite tête, il y a quelque chose qui ne marche pas, là, le droit au maintien au logement. Comment est-ce qu'on peut dire, ben là, on a 6 personnes ou 6 unités, légalement, là. Puis là, on dit, c'est pas pour me loger ou loger ma famille, là, c'est pour loger du monde qui ont plus d'argent avec des plus beaux logements qui vont me rapporter plus. Il me semble que c'est pas une raison légale, ça? Bien, en fait, ce qu'on trouve très problématique en ce moment avec l'éviction, c'est que c'est légal, mais que les critères pour avoir accès à l'éviction sont beaucoup trop faciles à remplir. Oui, mais ils seront plus là, ces locataires-là, après, une fois rénovés, là? Non. Mais c'est juste pour se mettre de l'argent dans les poches, c'est tout? Exactement. Mais non, mais vous êtes sûr que c'est légal, cette affaire-là? C'est épouvantable. Oui, bien, en fait, c'est ça. Tous les locataires aussi qui ont vécu cette situation-là, ils n'en revenaient pas que ce soit possible. Puis la régie, elle, qu'est-ce qu'elle fait là-dedans quand on se présente, là? Admettons, on conteste, là. Qu'est-ce qui arrive? Bien, en fait, c'est que la régie, elle, en théorie, elle devrait regarder, premièrement, est-ce que le propriétaire a un permis de la municipalité pour faire les travaux? Oui. Deuxièmement, ça devrait être bonifié de plans d'architecte, des preuves qui viennent appuyer que c'est pas juste un projet en l'air. Oui. Et ça aussi, ça veut dire d'avoir des garanties financières, de pouvoir aussi faire ces travaux-là. OK, je comprends. Il y en a qui font une demande, mais c'est pour la frime.
Oui. Ah. Oui. Puis en fait, ce qui arrive aussi, c'est pas seulement la régie du logement où est-ce que souvent ça se fait à la va-vite. On se dit, Ouais. oh oui, vous avez un permis, OK, vous avez l'air d'avoir les sous, bon, ben c'est accordé. Mais c'est aussi au niveau des municipalités où, en fait, dans le cas que je vous parlais là, de l'immeuble de 6 logements, il n'y a jamais un inspecteur qui s'est déplacé pour voir si, L'état des travaux. Oui, ben en fait, Ouais. s'il y avait eu des travaux qui avaient Ouais. été faits ou pas, il n'y a aucun mécanisme de suivi non plus. Donc, on est complètement dans le flou. Dans les grandes villes, ça doit être épouvantable. Dans une petite municipalité, il y a moyen de suivre ça serré. Mais vous avez raison. Dans une grande ville comme Montréal, là, ça ne doit pas être possible. Contrairement à la reprise, les evictions, c'est accessible pour les compagnies puis les personnes morales. Là. Ah oui? Oui. Ah oui? Oui. Ah ben j'ai mon voyage. Oui. Donc, mais là, il n'y a pas de projet de refonte de la législation là-dessus ou du Code civil. Tu sais, on parlait de revoir les règles concernant la famille là, au niveau du Code civil. Bon, est-ce que Québec, ou c'est fini, là, il n'y aura pas d'autres réformes du Code civil là-dessus pour la législation du logement, non? Bien, en fait, c'est une bonne question. Nous, ça fait depuis le début du mandat de M. Moreau, là, le responsable d'habitation, qu'on essaie de le rencontrer puis de pouvoir en discuter avec lui parce qu'effectivement, du côté des locataires, puis même sûrement du côté des propriétaires aussi, on pense qu'on est rendu là. Les réglementations sont désuètes. On l'a vu, admettons, avec Airbnb dernièrement aussi. Là, on entendait là-dessus les propriétaires et les locataires. Là, c'est un des rares dossiers. Là. La législation est désuète pour plein de raisons, autant pour assurer le droit au maintien dans les lieux des locataires que pour protéger notre parc locatif qui se dégrade à vue d'œil là, avec les conversions en copropriété, tout ça. Ouais. Donc nous, c'est le message qu'on lance au ministre Moreau puis qu'on va continuer de lui lancer, qu'il faut qu'on s'assoie ensemble puis qu'on fasse nos devoirs tout le monde ensemble. On est ouvert à ça, on attend juste qu'il accepte de nous rencontrer. Je ne sais pas, évidemment, vous abordez la question par la bande du condo, là. Oui. Écoutez, je ne sais plus. Moi, je comprends pas. La population, on l'a encore vu, là, elle augmente faiblement au Québec. Il y a une explosion de condos partout, mais à un moment donné, là, les personnes plus âgées comme moi, là, qui vont s'en aller là-dedans un jour, on va crever. Là. Qu'est-ce qui va arriver de toutes ces unités-là? Il n'y a pas personne qui peut mettre un moratoire là-dessus? Au niveau municipal, voyons donc. Bien, en fait, c'est ça, nous. Ça c'est quelque chose qu'on est en train de développer comme argumentaire aussi, les locataires, là, parce qu'en ce moment, il est supposé avoir un moratoire à Montréal sur les condos. Pour vrai? Mais voyons donc, il y a des tours qui poussent partout. Oui, c'est des vieux projets, probablement, qu'on réalise. C'est qu'en fait, les arrondissements ont un pouvoir de dérogation. Ah. Donc, si les arrondissements croient qu'ils peuvent faire la pièce avec ça, bien, ils dérogent, puis ils dérogent. Donc, la ville centrale, admettons, adopte, mais localement, il y a des trous, là, il y a des exceptions. Exactement. Donc, en fait, c'est ça, nous, on dit qu'il faut... on est dans une situation similaire, sinon pire, que quand on a décrété un moratoire dans les années 80. Donc, il est temps vraiment de changer encore la législation, là. Ben oui, c'est ridicule. C'est complètement ridicule. Ben écoutez, bon succès, on va suivre ça. Merci bien. Ben, merci de m'avoir À la prochaine. Il n'y a pas de problème. Au revoir. Au revoir. Bon, c'était le RECLAIC. C'est une drôle d'acronyme parce qu'évidemment, bon, ça dépend du nom de l'organisation, mais là, vous essayez de dire ça, là. Le RECLAIC. Le RECLAIC. Alors, c'était Isabelle Mona-Landriot. Mais c'est vrai que c'est ridicule. On se promène à Montréal, bon, même si c'était des projets déjà dans la machine, mais là, c'est des condos, 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 des condos. Il y a juste ça, des condos. Pourtant, Montréal, c'est une ville de pauvres. Je comprends pas. Merde, des condos, des condos, des condos, des condos. Mais d'abord, un autre dossier qui nous préoccupe profondément ce matin, et parce qu'on est aussi en février et que beaucoup de gens vont se mettre à chercher des logements pour cet été. Il y en a qui reçoivent des avis de toutes sortes, de non-renouvellement de loyer, des avis d'augmentation de loyer et aussi des avis d'éviction. On le sait, il y a une crise du logement. Je vous en parle souvent depuis les derniers mois. On parle aujourd'hui d'une crise du logement même sans précédent. À la lumière des dernières informations, il semble que le nombre d'évictions, en particulier à Montréal, mais dans certaines autres villes aussi, que les évictions, c'est devenu la nouvelle affaire. Certains propriétaires, est-ce que je comprends, c'est plus des compagnies de propriétaires là, et non pas des gens qui ont par exemple un duplex puis dont c'est la retraite, mais vraiment des grands groupes de propriétaires. Dont les édifices valent plusieurs millions, qui ont décidé d'utiliser l'éviction pour se débarrasser de locataires qui ne payent pas assez cher. C'est vrai que c'est une partie du problème. On va parler tout de suite à Bianca Lafrenière qui vit ça. C'est une mère monoparentale qui a reçu un avis d'éviction de son logement quelques jours avant Noël, au mois de décembre, évidemment. Il n'y a jamais de bons moments pour apprendre ça, mais juste avant Noël, c'est sûr que ça inquiète encore plus. Bianca est avec nous. Merci beaucoup d'être là, Madame Lafrenière.
Merci. Bonjour Isabelle. Racontez-moi un peu votre histoire. Vous avez 32 ans, vous êtes mère monoparentale, 2 enfants, et vous représentez un peu les locataires du 1375 Sherwood Crescent, c'est à Ville-Mont-Royal. Vous n'êtes pas la seule. Il y en a quelques autres qui ont reçu un avis d'éviction devant le tribunal de la Régie du logement. Vous avez l'intention de le contester là. Quand vous avez reçu l'avis d'éviction, là, juste avant les fêtes, c'est bien ça? Oui. Comment vous vous êtes... étiez-vous surprise? Est-ce qu'il y en avait eu d'autres dans le building? Oui, il y avait un huissier avec plusieurs papiers qui allaient porte à porte et personnellement, pour moi, c'était bouleversant parce que j'ai 2 enfants, ils sont très confortables ici, ils sont très heureux, ils ont tous leurs amis ici et mes 2 voisins sont aînés en plus et eux aussi ont reçu une lettre. Alors, j'ai tout de suite pensé à tout le monde dans l'immeuble. Tout le monde était très bouleversé avec cette nouvelle-là. Est-ce qu'on vous donne une raison sur la lettre que vous recevez pour vous évincer? Oui, on est à peu près 25 logements sur 65 qui ont reçu cette lettre. Et dans cette lettre, ça parle d'agrandir substantiellement notre logement. Ils veulent agrandir votre logement. C'est pour ça qu'ils veulent vous évincer. Est-ce qu'ils peuvent l'agrandir? J'imagine. Ils prennent votre logement, celui du voisin, puis ils veulent en faire un seul? Oui, ils brisent les murs et normalement, c'est pour accueillir une famille ou quelque chose comme ça. Mais comme dans mon cas, je suis déjà une famille. Mm-hmm. Et, combien vous payez de loyer, Bianca Lafrenière, en ce moment? Personnellement, je paye presque 1000. 1000 $ pour combien de pièces? C'est un 3,5. Mais c'est très grand. C'est un des plus grands 3,5. Combien de pieds carrés, savez-vous? Je sais pas, mais c'est très grand. Vraiment, j'habite dans des appartements toute ma vie et j'ai jamais vu quelque chose de grand comme ça. OK, donc c'est un grand 3,5. Mais ça reste une chambre à coucher, un 3,5, là. Oui, mais je suis bien avec mes enfants ici. Ils ont leur chambre et il y a assez de place pour faire comme moitié chambre, moitié salon. C'est une situation complexe. On aura l'occasion d'y revenir, je vous rassure. On ne pourra pas tout régler au cours des 5 prochaines minutes. Parlons à Ginette. Bonjour, Ginette. Ginette, êtes-vous là? Oui. Oui, on vous écoute, allez-y. Moi, je suis propriétaire par intérim dans une succession et je crois que c'est un faux débat parce que c'est au gouvernement de faire des logements sociaux pour héberger dans des HLM les gens qui ont peu de moyens. Ce n'est pas aux propriétaires, aux petits propriétaires. On le sait que les maisons se vendent à un prix de fou. Ça n'a pas de bon sens. Les prix montent tout le temps. C'est pas à nous de prendre la responsabilité du gouvernement. Et quand on va à la Régie du logement, moi, j'ai des factures de 25 000 que j'ai mis dans un immeuble. J'allais pour une augmentation de loyer. La régisseur a dit que j'aurais peut-être une diminution de loyer. Le monsieur paye 620 par mois pour 1050 pieds carrés, un immeuble de 32 ans, à 5 minutes du métro. Et pour l'année prochaine, avec mes 25 000 $, la régisseur a dit devant le locataire que mon augmentation maximale serait de 12 $. C'est incroyable. Ça n'a pas de bon sens. Il faut que ça arrête. Les locataires ont beaucoup trop de droits par rapport aux propriétaires. Puis je regrette, des propriétaires, il y en a des bons. J'ai été moi-même locataire. Sauf que à un moment donné, là, c'est pas à nous de prendre la responsabilité des gens qui ont peu de moyens. Merci. Que le gouvernement mette ses culottes et fasse des HLM. Merci, Ginette. Marjolaine, vous êtes locataire? Oui, je suis locataire. Je paye un logement je payais 525, ils m'ont monté à 540. Il y avait un concierge qui a été mis dehors, là, puis il avait fait un compte d'électricité frauduleux. Puis après ça a monté à 551 avec électricité. Et puis, moi, je peux vous dire que la dame, elle parlait de quelque chose tantôt, justement, là. Quand on veut, les logements sociaux, c'est pas pour tout le monde, la plupart du temps, c'est pour les gens en santé mentale ou autre. Mais excepté que même si on a le même montant, 1210, moi, je vais payer 500 pendant qu'il y en a qui sont en santé mentale. Ils vont payer 277 un logement de 2,5. Ça veut qu'il y a une grosse différence. Puis quand vous arrivez avec ça, ben comment ils disent logements sociaux, il faut que tu passes par des psychiatres, des psychologues, puis c'est pas tout le monde qui a besoin de ça. Quand on cherche un logement, puis quand on fait attention aussi,
t'arrive, comme moi, j'ai un logement, mais j'essaye le mieux possible à survivre, là. Mais comme la dame a parlé tantôt, c'est vraiment pas le fun. Puis les gens, ils parlent tout le temps, quand c'est pas la police, c'est toujours le gouvernement. Mais c'est pas le gouvernement qui fait les conditions, d'après ce que je peux voir. Parce que puis il y a beaucoup de monde qui s'en viennent rester par ici. Puis ces gens-là, ils vivront pas dans le ciel. Il va falloir qu'il y ait des logements comme tout le monde. Puis eux autres, ben, quand ils arrivent, ils lui donnent tout de suite la carte d'assurance maladie. Tout de suite, ils lui donnent un logement. C'est pas eux autres qui cherchent des logements, là. Ouais. Ça fait qu'automatiquement, ça enlève tout de suite la place des Québécois, des Montréalais. Puis il devrait avoir une équité là-dedans. Puis essayer que ça marche. Parce que c'est vraiment pas normal. Puis là, comme l'année passée, là, où ce que je reste, là, ils voulaient les augmenter de 40 $ de leur logement. Ceux là, qui payent déjà, il y en a qui ils payent déjà 360 et quelques. Puis, pas 300, mais il y en a, c'est 300 quelques pour un 3,5. Mais les autres, ils payent 700 pièces. Puis là, ils pitchent des électricités, puis ils voulaient les faire payer 40 pièces de plus l'année passée. Merci, Marjolaine. On doit conclure. Marie-Josée Corriveau est organisatrice du FRAPRU et est toujours avec nous. Bon, Marie-Josée, on a dit beaucoup de choses. On a entendu Robert Baudry. J'ai beaucoup de gens qui m'écrivent aussi. Il y a des gens qui parlent d'Airbnb. Il y a des gens qui disent aussi puis Marjolaine vient d'en parler un peu aussi, le fait qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent de l'extérieur du Québec qui achètent au comptant. Je peux vous dire, je connais beaucoup d'agents immobiliers qui me le disent en ce moment, Isabelle, il faut faire quelque chose. Il y a beaucoup de propriétés qui passent dans des mains, entre guillemets, étrangères. Les gens arrivent ici, ils sont pas forcément citoyens canadiens et achètent des buildings et c'est dans le but d'en faire un profit. Ça, c'est une situation aussi, j'imagine, Marie-Josée Corriveau, sur laquelle vous avez l'intention d'intervenir. Parce que ça a un impact aussi, ça. Ouais. Bien, je vous dirais qu'effectivement, il y a un certain nombre de propriétaires investisseurs qui sont des gens qui n'habitent pas ici ou qui ne viennent juste d'arriver ici, mais ils constituent quand même une minorité. La majorité des propriétaires investisseurs et des promoteurs sont d'ici. Bien, je peux vous dire qu'au centre-ville, dans l'arrondissement Ville-Marie, c'est un fléau, ça. Ouais. Oui, ça existe, je suis d'accord, je le constate. J'habite pas loin de Griffintown, puis je le constate également. Mais malgré tout, à l'échelle de la Ville de Montréal, ça reste un phénomène, je dirais pas marginal, mais minoritaire. C'est les logements. Il faut s'adresser aux principaux problèmes, moi, je dirais. Ouais. On s'entend sur une chose, tout le monde, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est la nécessité de nouveaux logements sociaux. Et c'est pour ça que le FRAPRU mène des caravanes à l'heure actuelle, alors que le gouvernement du Québec est en train de préparer son deuxième budget. Et on souhaite qu'il y ait des investissements pour le logement social dans ce budget-là. C'est sa responsabilité. Ça, c'est la responsabilité de Montréal. Ce sera de veiller à ce que ça se réalise le plus rapidement possible par la suite. Cela étant dit, il nous reste 10 secondes. Il faut absolument aussi revoir les lois pour mieux protéger les locataires qui sont les 2 tiers de la population montréalaise. Merci. 10 secondes pour Anne Brouillette. Il faut préserver le parc de logements locatifs. Ça veut dire l'entretenir, rénover et également favoriser la construction de nouveaux logements. Des dizaines de locataires à Montréal craignent de se retrouver à la rue le 1er juillet en raison de la crise du logement qui sévit dans la métropole. Selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement, le taux d'inoccupation n'est que de 1,9 %. Locataires et propriétaires réclament de la Ville qu'elle intervienne et mette en place des mesures d'aide. Le Journal de Montréal précise que les 102 ménages qui n'ont pas encore de bail pour lundi prochain représentent un nombre record. Depuis le début des années 2000, l'Institut de recherche et d'information socio-économique publie une étude aujourd'hui qui conclut à la crise.